New York, 11 mai 1997. Deuxième épisode, Kasparov contre Deep Blue, la partie reprend. Face à face, deux monstres. L'un, Kasparov, ne supporte pas la défaite. L'autre n'est pas vraiment conçu pour perdre. Cet ordinateur dispose en effet d'une base de données qui répertorie toutes les parties jouées au XXe siècle et Kasparov a juré de lui faire mordre la poussière. Sixième et dernière partie d'un des matchs d'échecs les plus médiatisés de tous les temps. Confrontation emblématique d'une nouvelle ère. Kasparov contre Deep Blue. À 34 ans, Garry Kasparov est déjà une légende vivante. Né en Azerbaïdjan, d'origine juive russe et arménienne, voilà 12 ans qu'il a ravi le titre de champion du monde au favori de la fédération soviétique, Anatoly Karpov, au terme d'un match fleuve. Depuis, il a dominé l'échiquier comme personne auparavant, devenant le joueur du siècle, loin au-dessus de tous les autres humains. Mais ce jour-là, face à lui sur l'estrade, ce n'est pas un humain. Et Kasparov ne sait plus qui il affronte. Est-ce Deep Blue, ce super ordinateur de 2 tonnes, actionné par 20 personnes, assemblé et programmé dans le seul but de jouer aux échecs ? À chaque coup, il dresse la liste de tous les mouvements possibles, puis de toutes les réponses possibles, des réponses aux réponses, et ainsi de suite, dans une explosion combinatoire des possibles, qu'il trie en évaluant 200 millions de configurations par seconde. Mais le réel adversaire ne serait-il pas l'informaticien d'origine taïwanaise Feng Xiu, qui a consacré 12 ans de sa vie à concevoir, reprogrammer et remodeler Deep Blue, depuis les puces jusqu'au câblage massivement parallèle? Ou serait-ce son employeur, l'entreprise géante IBM, jadis première capitalisation mondiale et qui mise gros sur cette partie médiatique pour regonfler le cours de son action en chute? Ou peut-être est-ce l'équipe de grands maîtres humains embauchés par IBM pour améliorer la machine entre les parties? Quoi qu'il en soit, le monde entier y voit le choc des titans, intelligence humaine contre intelligence artificielle. Épuisé par la tension et les mystères, déstabilisé par un bug du programme, Kasparov est devenu fébrile, convaincu que les dés sont pipés, que certains coups de Deep Blue sont en fait pensés par des humains. Pourquoi a-t-il accepté cette revanche hasardeuse contre IBM alors qu'il avait gagné la première partie l'année précédente? Est-ce pour défendre la race humaine tout entière, comme il l'a dit? Ou pour assouvir sa soif de victoire? Mais il la perd, cette partie décisive, en à peine 45 minutes, 19 petits coups. Pour les journaux télévisés, c'est un jour historique. Mais est-ce vraiment historique? Quelle intelligence y a-t-il, après tout, dans cette formule d'optimisation mathématique résolue par la puissance écrasante de Deep Blue? Le geste est pathétique, l'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Il était certain pourtant d'en venir à bout. Cependant, l'intelligence a dû laisser place à la formidable puissance de calcul stockée dans les laboratoires d'IBM et implantée dans les entrailles d'un ordinateur d'1,5 tonne, doté d'une logistique et d'un centre de recherche aux moyens quasi illimités. L'homme, après avoir tâtonné, douté, souffert, n'avait plus que la 6e partie pour prouver sa supériorité. Il s'est incliné et ça n'est pas dans ses habitudes. Le jeu d'échecs n'en est guère changé. Satisfait de son coup, IBM démantèle la machine et passe à autre chose. Kasparov se remet à écraser ses adversaires humains encore plus qu'avant. Et les humains continuent à jouer aux échecs encore plus qu'avant. Eh bien, malgré tout cela, c'était historique. Shannon et Turing ont rêvé d'ordinateurs jouant aux échecs. Et l'un des plus anciens mythes d'intelligence artificielle, c'est l'automate turc joueur d'échecs de von Kempelen et Maelzel, qui, au XIXe siècle, joua dans toutes les cours d'Europe, y compris contre Napoléon. En fait, une habile supercherie actionnée par un humain.
Mais en 1997, pour la première fois, un vrai automate se fraye sa place au plus haut niveau de ce jeu emblématique, sonnant le retour des espoirs pour l'IA. Et si cela arrive maintenant, ce n'est pas grâce à une nouvelle idée superbe, mais surtout par le progrès de la puissance de calcul. Et il y a plus important encore. Jamais jusqu'alors n'avait été mis en scène aussi intensément le match humain contre machine. Match de la performance, du style et de l'identité. Kasparov cherche à tirer avantage des automatismes de Deep Blue, mais il est consumé par l'idée que des humains jouent sous cape, pris au piège du bluff qui irrigue l'intelligence artificielle depuis son origine, depuis Turing et même depuis ce faux turc mécanique. Et avec cette puissance de calcul montante vient une autre révolution, la grande numérisation du monde. On recense déjà 30 millions d'adresses courriels. Un certain Jeff Bezos introduit en bourse son entreprise de librairie en ligne, Amazon. Le World Wide Web vient de franchir le million de pages. Elle est en train d'émerger, cette société de l'information pressentie par Shannon et Turing. Maîtriser l'information numérique devient très stratégique. Le site Yahoo étincelle grâce à son annuaire et son algorithme de recherche. Il est bientôt battu par AltaVista. Mais en 1998, naît un petit nouveau qui va tous les écraser. Google. Larry Page et Sergey Brin, les deux fondateurs de Google, sont des enfants de la balle. D'origine juive et américaine pour l'un, juive et russe pour l'autre, leurs 4 parents sont enseignants-chercheurs. En mathématiques, physique, algorithmique, ils ont été biberonnés de sciences et d'informatique geek. Camarades à la prestigieuse université Stanford, Californie, ils se passionnent à programmer un algorithme de recherche. PageRank, Page comme Larry Page. Leur idée forte ? Pour détecter les pages web les plus probablement pertinentes, il ne faut pas s'attacher au sens, mais se baser sur la structure même du réseau existant, sur les liens, les citations. Vous savez, quand une page web vous donne la possibilité de cliquer vers une autre, ça s'appelle un lien HTML. Plus une page web est citée, directement ou indirectement, plus elle a de chances d'être pertinente après tout. Un peu comme un article scientifique très cité, ou comme dans une enquête policière. Le suspect vers qui les indications convergent le plus souvent est sans doute à interroger en premier. Ainsi, la notion floue de pertinence est remplacée par un problème mathématique net. Trouver et classer, dans la foule immense des pages web, celles vers lesquelles en dernier ressort le réseau pointe le plus. En mathématiques, on dit construire la mesure invariante sur un graphe orienté. Et c'est un vieux problème. Cela fait 100 ans qu'on l'étudie pour diverses applications, depuis le classement des joueurs d'échecs à celui des articles de recherche. Et pour résoudre ce problème, il est très efficace de s'en remettre au hasard. Un visiteur virtuel qui passerait son temps à surfer aléatoirement sur le web à la vitesse de l'éclair, de page en page, les explorant toutes, va se retrouver plus souvent sur les pages les plus citées et classera ces dernières par nombre de passages, fournissant seulement ce classement aux humains. L'idée était dans l'air, explorée aussi par les chercheurs John Kleinberg à Cornell, Massimo Marchiori à Padoue et Robin Lee durant un séjour aux États-Unis. C'est le bon moment pour faire de ce vieux problème mathématique une innovation puissante. Et 2 giga-entreprises, Google donc, et Baidu, fondées par Lee à son retour en Chine. En 1998, Yahoo dédaigne de racheter Google pour $1 million. Aujourd'hui, Google, c'est plus de 200 milliards de dollars de bénéfices par an. Mais c'était plus encore, une nouvelle ère dans l'accès au savoir, démultipliant les possibles sources d'inspiration, y compris pour les spécialistes, les intellectuels comme moi, préparant cours et conférences. Pourtant, la formule calculant la mesure invariante sur un graphe orienté n'est rien qu'une formule. En soi, ce n'est pas intelligent.
D'ailleurs, je vous l'ai dit, cet algorithme repose sur la marche au hasard. On ne fait donc rien de plus bête. Mais justement, un algorithme, c'est comme une recette de cuisine qui vous mène au résultat sans avoir rien besoin de comprendre. Et c'est bien ce genre de recette stupidement suivie que l'on appelle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. L'objectif n'est plus de comprendre la conscience, mais d'effectuer des tâches que l'on aurait cru réservées à l'humain. Trouver une référence pertinente dans une montagne de sources, on aurait cru que c'était l'apanage des sachants, professeurs ou bibliothécaires. Mais finalement, l'algorithme PageRank, augmenté de bien des perfectionnements, jouera le match avec les meilleurs experts. Et d'ailleurs, il continue à progresser. Mais alors, pourquoi ne dit-on pas dans les médias qu'une recherche Google, Baidu, Bing ou Ecosia, c'est de l'intelligence artificielle? Tout simplement parce que cela marche et qu'on s'y est habitué. Je ne plaisante pas. On prête à un grand informaticien l'aphorisme « Dès que ça marche, ça cesse de s'appeler intelligence artificielle ». En effet, l'IA, c'est cette zone floue, toujours mouvante de ce qui marche presque, de ce qui est brillant, qui attire l'étonnement et le bluff. Bluff qui gagne au passage le modèle économique. Au début, Brin et Page comptent faire commerce de leur savoir ou savoir-faire. Mais ce Google qui les rend milliardaires à 30 ans, ce sera finalement la plus grande agence publicitaire de tous les temps. Et la famille numérique s'agrandit. En 2001 naît Wikipédia. En 2004, Facebook. En 2005, YouTube et Dailymotion. En 2006, le service d'hébergement en cloud d'Amazon. En 2007, l'iPhone. Et tous les articles de recherche, les plans de rue, les étoiles, les annuaires, tout se virtualise. Kodak, le géant des photos argentiques, dépose le bilan en 2012, terrassé par ce gigantesque rhizome numérique. Et l'humanité entre dans cet étrange monde de réalité désincarnée, science-fiction nostalgique et solitude connectée que décrit Alain Damasio dans Vallée de Silicium. Il est vertigineux de se dire qu'entre une Kirghize et une Mélanésienne, à l'autre bout du globe, la première chose qui les relie et qu'elles partagent basiquement, ce sont des outils numériques de type smartphone et des applis qui recalibrent de façon identique leur rapport au monde. Là est désormais le commun, ce que l'on pourrait appeler le numiversel. Ce nouveau monde est un vrai défi pour les spécialistes d'IA. Le nouveau Graal ludique, c'est le jeu de Go, dont la combinatoire inouïe et instable est totalement hors d'atteinte des algorithmes. Mais aussi, des tâches bien plus communes restent inaccessibles. Lire, écrire, traduire, conduire une voiture. En 2009, quand un de mes collaborateurs m'annonce qu'il quitte l'analyse géométrique pour se consacrer à l'IA, je le mets en garde. « Es-tu sûr ? C'est un domaine qui ne produit rien de bien solide. » Moquez-vous, moquez-vous! À l'époque, cet avis morose était largement partagé dans les universités. Mais tout allait changer à l'occasion d'une résurrection miraculeuse sur un campus américain.